quand on est dans des domaines de créativité, des domaines d'innovation, je pense qu'il faut absolument valoriser les différents profils des gens, la diversité, tout ça, pour être capable d'arriver avec des résultats. Puis, tu sais, il y a des domaines où ça va vite, puis c'est vraiment complexe. Fait que de penser que des gens qui pensent d'une certaine façon, c'est eux autres qui vont avoir les bonnes réponses, je pense pas. Faut être ouvert aux perspectives qui sont différentes, tu sais, des fois qu'on va appeler du champ gauche, là, mais c'est ça qui fait que les gens grandissent en général, d'être exposés à des différentes façons. Fait que, bon, peut-être que ça a paru là, que j'ai une préférence pour l'aspect de... Non. Oui, Ouais. mais puis l'autre bout de ça, j'ai l'impression, c'est que si tu as une culture qui est très, très homogène, très, très forte, mettons que tu amènes quelqu'un dedans ou l'équipe grandit, c'est un peu plus dur. Tu sais, ça amène aussi des défis d'intégration, C'est surtout sûr. si c'est un profil, justement, un peu plus out there, là. Mais advenant le cas où c'est une culture qui valorise la différence, il n'y en a pas de problème. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail. Moi, je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis la fondatrice de La Talenterie et j'anime ce podcast qui fait partie du hub de La Talenterie où on traite d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail à chaque semaine à travers des échanges plus inspirants les uns que les autres, en toute modestie. Je le dis pas dans le sens où moi, je m'auto-considère inspirante, mais moi, je suis personnellement vraiment et sincèrement inspirée par tous les invités que je reçois chaque semaine. Ça nourrit beaucoup mes perspectives professionnelles. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui me disent que eux aussi, ça les fait réfléchir, ça vous fait avancer. Donc, merci. Continuez d'ailleurs de m'écrire pour me dire ce que vous aimez dans le podcast, ce que vous venez chercher. Moi, je sais pourquoi je le fais, mais c'est toujours le fun de savoir aussi ce qui fait que les gens sont au rendez-vous chaque semaine. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, puis je tiens à vous remercier d'être à l'écoute du podcast. Merci énormément. Cette semaine, j'ai vraiment un très bel épisode à vous proposer parce que j'ai reçu Jérôme Côté, qui est un ancien collègue de travail. Jérôme qui était associé, en fait, dans l'entreprise, une des entreprises où j'ai passé quelques années dans ma carrière, qui a été un passage marquant pour moi, vraiment. Et Jérôme fait partie des nombreuses personnes que j'ai beaucoup aimées dans cette entreprise. Je le trouvais toujours tellement inspirant et c'était vraiment agréable d'échanger avec lui. Donc, on n'avait pas nécessairement entretenu là, le contact, comme c'est toujours le cas hein, qu'on change d'organisation. Il y a des personnes avec qui on jase un peu plus, d'autres, bon, les choses vont vite. Puis quand j'ai vu que Jérôme a changé de rôle récemment, merci LinkedIn, hein, des fois, ça nous aide à rester à jour avec notre réseau. Je lui ai fait un coucou et Jérôme est rendu chez Radar Headhunter, qui est une entreprise, en fait, qui fait de la chasse de tête au niveau des profils de dirigeants. Donc, on a pris un café virtuel, se donner des nouvelles, là, comme on le fait souvent quand on fait du réseautage. Puis, ça m'a donné l'idée de l'inviter au podcast en jasant, justement, de tous les enjeux qui ont rapport avec le fait de recruter des dirigeants, hein, parce que c'est quand même des grandes décisions pour une entreprise. Ça peut avoir un impact majeur sur la culture, sur les dynamiques d'équipe. On a parlé de tout ça. On a parlé aussi du marché qui est vraiment, vous le savez, là, très intense en ce moment là, au niveau de la chasse de tête, du recrutement. Puis on a même touché des sujets connexes et liés au futur du travail que j'affectionne particulièrement, là, dont, entre autres, on a jasé des critères ESG, donc environnement, social, gouvernance, dans la rémunération des dirigeants. Bref, un épisode riche en perspectives. J'en profite d'ailleurs pour plugger que si jamais le sujet vous intéresse, là, au niveau de ce que je viens de nommer, là, les critères ESG dans la rémunération des dirigeants, entre autres, puis comment le monde du travail se transforme, j'ai fait une conférence à ce sujet-là au congrès annuel de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées le 27 septembre. Je serai aux côtés de Daniel Jacob, que vous avez entendu dans le podcast à 2 reprises, je crois. Daniel, qui a été un des premiers invités d'ailleurs, où on a parlé de développement durable ensemble. Mais là, la conférence, c'est vraiment l'occasion
de marier les deux mondes. Donc, on parle de développement durable, comment le monde des affaires se transforme, qu'est-ce que ça change pour les ressources humaines, c'est quoi le rôle des RH là-dedans et comment ça affecte la fameuse proposition de valeur au talent. Donc, si jamais vous avez déjà votre billet pour le congrès, parce que je sais que c'est sold out, les gens avaient hâte de revenir en présentiel, mais si vous avez déjà votre billet, bientôt, il y aura une plateforme là, qui sera lancée par l'Ordre pour choisir les conférences. Donc, si ça vous intéresse, venez nous voir. Sinon, si vous choisissez une autre conférence, c'est bien correct aussi, mais sachez que je serai avec Jimmy pour justement serrer des mains, rencontrer du monde, voir les autres conférences cette journée-là. Et on va d'ailleurs aussi le 28 septembre, donc le lendemain, se pointer la binette au Forum RH, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps cette année. Donc, on sera là aussi toute la journée en mode réseautage, échange. Gênez-vous pas de venir nous voir. On adore connecter avec les gens. Vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à me faire signe pour des petits coucous. Les conversations, soit directement dans le chat. Il y a des gens avec qui, dans les auditeurs, on a eu des cafés virtuels récemment. C'est vraiment le fun de connecter avec vous. C'est une très longue intro cette semaine. J'avais des choses à vous dire. Sans plus tarder, je vais vous présenter Jérôme et vous laisser entrer dans cette conversation très enrichissante qu'on a eue, lui et moi. Bonne écoute. Jérôme, tu es rendu chez Radar. Ouais. Vous faites de la recherche de cadres, de dirigeants, entre autres de la chasse de tête. Ouais. Puis toi, tu es vice-président aux stratégies et développement. C'est bien ça. Comment ça va dans ce nouvel rôle-là, premièrement? Ben écoute, ça va super bien. C'est une super entreprise qu'on est rendu une vingtaine. C'est un contexte évidemment favorable pour le genre de métier qu'on fait. Ouais. Avec la rareté de main-d'œuvre et tout ça. Donc, c'est assez excitant de pouvoir continuer dans le domaine des ressources humaines, mais avec je dirais, un coffre à outils qui est peut-être un peu différent de ce que je faisais avant, plus du côté rémunération. Mm-hmm. Bien que la rémunération, dans un contexte d'attraction de talent, c'est encore un élément assez clé, là, mais on le prend un petit peu différemment que de bâtir là, des structures salariales, puis des bonus, puis tout ça. Oui, puis si je me souviens bien, tu faisais aussi la rémunération d'exécutif dans le temps, fait qu'il y a quand même des liens à faire avec le côté comprendre le rôle des dirigeants, les chercher. Tout à fait. C'est sûr que ça demeure encore un élément assez important dans un contexte d'attraction, la rémunération. On l'a vu là, il y a eu de l'inflation, les salaires montent, il y a une rareté. Fait que, tu sais, évidemment, ça revient souvent dans la discussion. On essaye de pas juste parler de ça, par exemple, parce que je ne faut pas que les gens changent de job juste pour changer de salaire. Là. Il y a tellement d'autres éléments qui sont importants, puis on les aide à réfléchir aussi sur ces autres aspects-là. Parce que moi, ce qui m'a attiré là, c'est eux autres, là, un peu leur motto, c'est on change des vies. Donc, l'idée, c'est de changer les vies des gens, mais de façon positive. C'est-à-dire, si on va les convaincre de changer d'emploi puis d'aller vers un nouvel emploi, ben il faut que les gens ils retrouvent leur compte, qu'ils ne soient pas déçus puis que ça améliore leur vie à la fin de la journée. Fait qu'il faut les aider aussi des fois. On n'est pas des conseillers d'orientation, là, mais on va aider souvent les gens à réfléchir aussi sur les opportunités. Fait que c'est pas juste une job de vente. Souvent, les gens pensent à ça. Là. Nous autres, on est comme des vendeurs. On va vendre une job à quelqu'un, mais c'est pas vraiment ça. On va beaucoup les conseiller, puis on veut s'assurer vraiment d'un bon fit. On veut s'assurer que les gens vont être bien, ils vont pouvoir se développer, ils vont pouvoir croire dans cette nouvelle business-là. Puis vous gardez, j'imagine, des liens avec plein de monde, parce que j'imagine des fois, ça marche pas pour une raison ou une autre, mais peut-être plus tard, la bonne opportunité va se présenter. Ben écoute, des clients deviennent des candidats des fois et l'inverse. C'est sûr que nous, on essaie de rester à l'affût aussi là, des tendances du marché. Quelles sont les industries qui se développent, quel genre de talent les entreprises vont avoir de besoin là, dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc, il y a une vigie qui se fait, mais je pense que dans tout domaine là, de service conseil, c'est un peu vrai. Là, mais nous, particulièrement, c'est important de savoir un peu puis connaître notre marché. Puis parlons-en du marché. OK. Comment ça... C'est intense, là, on va se le dire de même. Là, c'est intense, le marché au niveau des salaires, l'inflation, tout ça, mais aussi au niveau de la recherche de talent. Oui. Bien, c'est vraiment intense parce que une job qu'on remplissait, un mandat qu'on faisait auparavant, on pouvait parler à peut-être 50, 60,
personnes. Quand on avait parlé à 100 personnes, là, on avait vraiment parlé à beaucoup de monde pour combler un poste. Là, on a certains emplois, là, on a parlé jusqu'à 300 Ben personnes. voyons donc. 300 personnes pour être Pour un capable. poids. Ouais. Fait que c'est beaucoup de monde. Bon, il y a différents facteurs là-dedans. On dirait que les gens ne veulent pas changer pour changer, ce qui est une excellente affaire. Il y a eu beaucoup d'insécurité dans le marché, on le sait. Là, il y a des gens qui ont changé d'emploi un peu compte tenu de ce qu'ils ont vécu pendant la pandémie. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Fait que là, les gens qui ont changé puis qui sont comme plus trop sûrs, ils ne veulent pas changer nécessairement tout de suite. Fait qu'il y a des métiers où il n'y a juste pas assez de monde. C'est pas compliqué. C'est même si on appelait tout le monde qui fait ce métier-là en ville, il n'y en a pas assez pour être capable de combler ces emplois-là. Fait que donc, ça demande aux employeurs d'être peut-être créatifs dans certains cas. Tu sais, on cherche des fois trop précis dans les critères de ce qu'on veut avoir, en termes surtout au niveau des compétences, au niveau des talents. Il faut, je pense, des fois être un peu créatif. Puis c'est un peu notre rôle aussi de travailler avec nos clients pour aider à réfléchir aux emplois. Puis c'est là que ça se rapproche beaucoup de mon ancienne vie, où est-ce qu'il faut comprendre les emplois. Tu sais, si on veut déterminer le bon fit avec le bon individu, il faut vraiment comprendre les emplois, c'est quoi les exigences, c'est quoi les responsabilités, puis des fois aussi penser un petit peu en dehors de la boîte. Est-ce qu'il y a des compétences ou des habiletés qui ont été développées dans d'autres types d'emplois, puis qui pourraient être transférables dans certains emplois? Fait, c'est ça aussi qui est important, c'est d'être ouvert en ce moment à ça. Il y a différents types de candidats, différents types de gens qui pourraient rechercher. Puis on va creuser là-dessus parce que ça, je trouve que c'est un point vraiment important. Mais juste avant, on a parlé de l'intensité du marché. Tu as nommé que des fois, il n'y a juste pas assez de monde. Ouais. Quand on regarde les statistiques, on est au plein emploi à côté. La population, côté démographique, je veux dire, on a une courbe inversée. L'immigration ralentit en plus durant la pandémie. Fait que là, il manque de monde. C'est une tempête parfaite, comme on dit. Puis en plus de ça, tout le talent coûte plus cher. Mais ça, à la limite, pour beaucoup d'industries, le coût additionnel, il n'est pas si pire que ça dans un contexte économique qui était favorable, où est-ce qu'on a les entreprises ont des contrats, ils ont des clients, ils sont capables de vendre leurs produits et tout ça. Et c'est dans un contexte où ils peuvent transférer, dans certains cas, l'augmentation des salaires dans les produits, puisque tout augmente aussi. Donc, si c'était juste une question d'argent, ça serait peut-être pas un problème. Mais là, le fait qu'il manque vraiment de gens, là, ça crée vraiment un problème. Puis ça amène beaucoup d'organisations à se réfléchir à est-ce qu'on peut changer nos façons de produire, nos façons de faire, avec peut-être moins de monde, avec plus de technologie. Bon, il y a des secteurs d'activité qui sont propices à ça. D'autres secteurs d'activité, c'est vraiment plus difficile. Je veux dire, Puis là, vous faites de la recherche de cadres. Fait que c'est sûr que quand tu as des postes un petit peu plus main-d'œuvre, tu peux peut-être un peu plus automatiser. Ou des fois, moi, je vois de plus en plus des organisations qui disent, regarde, on en perd des contrats, puis à un moment donné, c'est correct qu'on laisse aller parce qu'on ne veut pas embaucher appel pour embaucher. Il faut se laisser la chance comme organisation d'avoir une certaine stabilité, je vais dire ça de même. Mais des dirigeants, t'en as je veux dire, ça te prend des capitaines de bateaux solides dont on s'entend. Fait que ça, je sais pas, vous, de votre côté, c'est comment tu peux être créatif pour aller chercher... Bien, souvent, un exemple, des fois, il y a des organisations avec qui on travaille. Au départ, on nous dit ça nous prend quelqu'un qui vient de la même industrie. Et ça, souvent, et puis dans le passé, on disait oui, OK, on va essayer de trouver dans la même industrie. Là, dans certains métiers, dans certains types de profils, que ce soit en finance, que ce soit dans on dit on ne peut pas seulement regarder dans la même industrie, à moins que l'organisation soit prête à dire OK, vous pouvez aller recruter en Australie, vous pouvez aller recruter en Asie. Là, si on élargit le marché, ben là, peut-être. Mais si on veut quelqu'un par exemple, qui va vouloir rester au Québec, qui va être bilingue, là, à un moment donné, il faut faire des compromis. Donc, ça, c'est un exemple concret de dire, des fois, il faut sortir de l'industrie. Puis, bien honnêtement, dans certains cas, ça a été des histoires à succès. Parce que souvent, dans certaines industries, tout le monde se regarde le nombril, puis tout le monde travaille comme son compétiteur direct. Fait que d'avoir quelqu'un qui vient d'une autre industrie, qui amène d'autres idées, d'autres
qui a moins des idées préconçues sur le secteur d'activité, ça peut donner des super bonnes surprises, puis d'amener des idées nouvelles qui n'avaient pas été nécessairement considérées si c'était quelqu'un qui venait du même secteur d'activité. Fait que ça, c'est un fait intéressant. Tu sais, la technologie, la digitalisation, tout ça, ça va impacter évidemment les travailleurs manufacturiers, tout ça, mais même au niveau des cadres supérieurs, une réflexion à faire aussi. Est-ce qu'on a besoin autant de monde? Est-ce qu'on a besoin... Quand les gens, par exemple, dans des organisations où les gens travaillent plus en équipe, semi-autonome, tout ça, il y a moins besoin de gestionnaires. À quelque part, les gens peuvent travailler ensemble, puis sans dire... Bon, surtout gérer. Il y a un courant là, en ce moment là-dessus. Là, oui, l'holacratie ou les équipes semi-autonomes. Bon, il y a plein d'affaires. Exactement. Puis tu sais, c'est des concepts qui ne sont pas nécessairement nouveaux. Quand tu arrives à un certain âge comme le mien, c'est des choses qu'on a vues il y a 20, 30 ans, des équipes de travail semi-autonomes, ça fait longtemps que ça... Mais il y a des environnements où c'est propice. Puis je pense qu'avec la technologie, il y a une professionnalisation dans plusieurs domaines aussi où les gens ont plus de compétences, sont plus habilités à se gérer. Puis la technologie vient soutenir ces gens-là dans leur travail aussi. Fait que sans dire que ça prend des humains encore, mais même la machine, elle peut t'aider dans ton travail, à t'orienter, à te donner des... Tu sais, Microsoft a sorti Vista, là, puis Vista, ça te donne des conseils. Ouais, t'as pas assez de temps, t'as passé trop de temps en réunion, pas assez de temps à réfléchir. Tu sais, ça va te donner, ça va t'orienter sur des bons comportements, des choses. Ça peut faire un petit peu Big Brother quand tu y penses, mais en même temps, c'est comme un coach. C'est quelqu'un qui est à côté de toi et qui dit « Ah ouais, t'as-tu pensé, cette personne-là, ça fait longtemps que tu n'y as pas parlé, puis tu sais, t'as besoin de temps pour collaborer, t'as besoin de temps pour réfléchir, t'as besoin... » Fait que non, c'est... Oui, on s'en va. Tous les métiers peuvent gagner avec la technologie. C'est intéressant. Ouais. Puis on a fait un podcast sur l'intelligence artificielle en RH. C'est quand même intense qu'est-ce qui s'en vient. Là. Tu sais, ça va être genre la machine qui te donne des recommandations, ton salarial, puis là, toi, tu agis, tu sais, on it. Ça s'en vient comme... Tout à fait. Non, écoute, c'est sûr que c'est un domaine il va falloir faire attention. Je pense qu'il y a aussi un mouvement qui est en train de s'établir sur comment on va encadrer ces pratiques-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de biais, qu'il n'y ait pas de discrimination. Parce que, dans le fond, la machine qui apprend, si elle apprend à partir d'une information qui est biaisée, bien, elle va recréer ces biais-là. Fait que donc, c'est dangereux un petit peu. C'est pour ça que ça prend des cadres réglementaires, ça prend une certaine façon de gérer ces outils-là parce qu'ils apprennent par eux-mêmes. Fait que ça, il faut quelque part lui donner une petite orientation. Oui, fait que ça va être intéressant à suivre, mais le rôle des leaders va rester super pertinent, là, on s'entend? Bien, ça va prendre des leaders qui sont capables aussi de considérer pas seulement comment je fais faire le travail par des humains, mais comment la technologie, comment les robots vont venir complémenter tout ça. Donc, quand je pense à une problématique de gestion, quelles sont les différentes façons de l'aborder, pas juste rajouter des employés quand on a plus d'ouvrages. Avec la même description de poste. Exactement. On cherche le même genre de personnes. Exactement. Donc, c'est souvent ça, là, tu sais, on a plus d'ouvrages, on va rajouter du monde, mais on ne peut pas, là, tu sais, il faut penser autrement. Oui, mais moi, j'ai fait récemment des cellules de co-développement avec la Fédération des chambres de commerce, en tout cas. Puis on parlait de cet enjeu-là. Puis c'est fou comme les organisations, tu sais, ils ont des enjeux, tout ça, mais on dirait que c'est pas un réflexe de dire, hey, est-ce qu'on pourrait déconstruire un peu nos propositions ou faire de la place. Tu sais, moi, souvent, je parle, les travailleurs plus seniors, là, c'est une main-d'œuvre. On n'arrête pas de dire qu'il faut les retenir à l'emploi. OK, ouais, mais tu sais, c'est pas toi qui as le gros bout du bâton, c'est eux. Fait que si tu veux les retenir, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils recherchent? Faut que tu mobilises et que tu adaptes ta job en fonction. Tu sais, c'est ça. Tout à fait. Fait que, ouais. Mais ça va être intéressant. As-tu des clients qui commencent à plus le faire, de dire, OK, on va... On a des organisations avec qui on travaille. Puis, un exemple, quand ils viennent nous voir et ils disent « Je cherche certains types de talents ou certaines expertises », ils n'ont pas une description de poste. Ils n'ont pas nécessairement une feuille, là, puis la personne va faire A, B, C, D, E. Nice. Ils nous disent « Voici le genre de skill set que je recherche. Voici les genres d'expertise. » Souvent, ces gens-là, oui, on les retrouve dans tel environnement, dans tel type d'organisation et tout ça, mais c'est pas là Puis
évidemment, l'organisation peut être ouverte à ça. Il faut que les candidats soient ouverts à ça aussi. Parce que souvent, une des premières questions qu'ils nous demandent, des fois, qu'il y a des gens qu'on approche. Ouais, peux-tu m'envoyer la description de poste? Fait que là, on dit, là, c'est ça, là, c'est pas tout à fait la même affaire. Fait que c'est un peu ça, là. Il faut que les mentalités évoluent des deux bords, tu sais. Oui. Puis on s'entend que souvent aussi, de toute façon, même quand c'est très cadré, les postes sont un petit peu adaptés aux forces des gens, là, tu sais, dans la vie. Écoute, ça va trop vite. Tout à fait. Ça va trop vite en ce moment. Tu peux pas dire, je fais une description de poste, puis la personne va faire la même affaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, là, tu sais, ça vient périmer assez vite, puis surtout les organisations où ça travaille en projet, puis tout ça. Fait qu'il faut, tu sais, de penser que tu peux garder une description de poste à jour là, tout le temps, c'est un peu utopique. Là, tu as parlé qu'on a dit, bon, OK, on peut revoir les descriptions de poste, on peut repenser l'offre de rémunération globale, être créatif, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Tu as nommé aussi, tu as dit, une des affaires, c'est d'aller recruter ailleurs dans le monde. Ouais. Côté dirigeant, à quel point c'est une tendance en ce moment pour des rôles stratégiques? Pour des rôles de très haut niveau, là, on parle là, de PDG, là, de très grandes organisations. Le marché est assez global, je dirais. C'est une tranche où il y a beaucoup d'organisations qui sont très ouvertes à aller chercher. Souvent, dans des organisations qui sont des filiales de compagnies étrangères, par exemple, c'est naturel pour eux autres. C'est la façon qu'ils vont développer leur leader à travers le monde. C'est-à-dire, on va leur donner une assignation. On va dire, nous autres, mettons, une compagnie française, on va dire, bon, la division Amérique du Nord de notre compagnie, on va dire, on va envoyer quelqu'un d'un autre pays. Développer le bureau. Exactement. Donc, il y a ce mindset-là global. Dans les compagnies globales, c'est déjà présent. Fait que la pandémie, puis on va voir comment ça va évoluer, mais la délocalisation des emplois existe aussi. On le voit, là, nous autres, il y a des gens qui disent sont prêts à avoir quelqu'un, puis il va être assis à Toronto, il va être assis à Vancouver, il va être assis à Montréal. Si la personne est un petit peu willing de voyager, c'est pas grave. Elle va travailler de toute façon principalement de la maison. Des fois, il va y avoir des réunions en personne, mais on est prêt à accepter le fait d'avoir quelqu'un qui va faire surtout ses rencontres en Zoom ou en Teams. Donc, déjà, c'est un changement profond, là. Mais il y a des philosophies qui s'affrontent en ce moment. Il y a ça, puis il y a l'autre aussi, on veut ramener le monde au bureau, là. Puis on croit que c'est là que ça se passe, puis que c'est comme ça qu'on va maintenir notre culture, notre engagement. Fait que c'est vraiment un peu all over the place, si tu me permets l'expression anglaise. Ah non, je t'en permets solide, mais c'est vrai. Puis en même temps, il y a probablement un peu de vrai dans les deux, puis ça doit varier d'une organisation. Tu sais, on s'entend, là, c'est pas... Puis on le sait pas, comme ce qui se dessine. Fait que c'est dur d'être très... C'est juste, moi, ça me fait rire quand les gens sont très boqués parce que, tu sais, on le sait pas, ça change tellement vite, tu peux pas vraiment en ce moment, je pense. Non, puis il y a toujours un certain risque, même pour nous, parce que quand on va approcher, par exemple, une personne pour un emploi, nous, on y va avec l'information que l'on a de l'employeur, puis quelles sont les conditions actuelles. Mais si peut-être dans 6 mois, ça va changer. Donc, si la personne, elle, on l'a attirée en lui disant « Ah non, tu vas travailler, mettons, 4 jours sur 5 à la maison. » Puis finalement, l'organisation, dans 6 mois, a dit « Non, finalement, là, ça va être juste 2 jours à la maison, puis 3 jours au bureau, ou même 100% au bureau. » Là, on change les règles du jeu pour la personne qu'on vient d'embaucher. Fait que c'est difficile. Les gens doivent prendre des décisions dans un monde où, ça peut évoluer. On va se dire... C'est dans tout, là. Mais là, c'est juste que c'est un autre niveau d'intensité. C'est ça. Tu vas t'acheter un iPhone 13, tu sais que l'iPhone 14 va sortir dans 3-4 mois, puis c'est que tu peux bien vivre avec ça aussi, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... mais ça dépend des personnalités. Il y a des gens pour qui c'est peut-être aussi un petit peu plus anxiogène, là, de dire, je sais pas, puis des fois, ça implique des familles. Tu sais, c'est ça aussi l'affaire, là. Tout à fait. Tu as un excellent point. Surtout quand tu arrives à des gens qu'on recrute, nous, dans les postes de direction... ils n'ont pas 22 ans. Là. Habituellement, là, ils ont une famille, ils ont un conjoint, une conjointe, ils ont des responsabilités qui vont au-delà de seulement le boulot. Fait que c'est pas 100% OK, je pars, puis même si la job c'est sur un bateau, je vais y aller. Là, il y a des réflexions. Puis c'est ça aussi qui fait que notre métier est intéressant, c'est que là, on rentre dans ces décisions-là ou ces réflexions-là avec les candidats, puis on veut s'assurer du bon fit, puis on veut s'assurer qu'ils sont confortables dans les choix qu'ils vont faire.
on veut pas qu'ils regrettent, puis en même temps, il faut leur donner le meilleur portrait possible de la situation telle qu'elle est. Oui, puis d'un autre côté, des fois, à un moment donné, il faut l'essayer. Je veux dire, c'est tout le monde qui a déjà changé tout auditeur qui a déjà changé d'emploi dans sa vie va savoir qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir à 100% de certitude. Là, des fois, on a des déceptions. Oui, ça arrive des fois. Mais puis au niveau, là, on a parlé recrutement international, tu as dit, bon, c'est une pratique d'aller chercher des gens de d'autres filiales. Il y a l'ouverture à travailler d'un peu n'importe où. Bon, il y a des considérations légales, tout ça, j'imagine. Si tu es à Toronto, c'est pas la même affaire que s'il est en Afrique, tu sais, côté légal, là, mettons, puis payroll. Oui, tout à fait. Est-ce que, à quel point tu observes le recrutement international, mettons, hors Amérique du Nord, ou, tu sais, y a-tu comme des bassins de talent que vous savez que pour tel type de rôle, on peut aller chercher? Bien, il y a des métiers, puis je vais donner un exemple d'un secteur d'activité, le secteur des mines, par exemple. Le secteur des mines, il n'y a pas des mines partout dans le monde. Il y en a dans certaines régions du monde. La spécialisation liée de ces métiers-là fait que souvent, c'est assez concentré dans certains endroits. Donc, Australie, Russie, on parle de la Russie, bon. En ce moment, on parle de l'Afrique du Nord, on va parler de... Donc, il y a des bassin. Le Canada est un endroit important pour le secteur minier, mais ça veut dire aussi que nos Canadiens se font solliciter pour aller travailler ailleurs aussi. D'ailleurs, c'est intense en ce moment, le Val-d'Or, tout ça, les salaires, puis la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas drôle là-bas. Là. On salue les employeurs. Non, puis c'est ça. Le secteur minier est un secteur qui paye très, très bien, traditionnellement. Donc, évidemment, créer une compétition, pas dire déloyale, mais dans un marché X, ça fait lever le salaire d'à peu près toutes les organisations qui œuvrent alentour dans une même région, parce que pour être capable de compétitionner, il y a un peu de ça. Mais le secteur minier, il y a aussi une particularité très, très importante que les gens souvent oublient, c'est qu'une mine, ça a une date des débuts puis une date de péremption. C'est-à-dire que selon l'évaluation qu'on en fait des ressources minérales qu'il y a dans la mine, des fois, on va trouver d'autres filons et tout ça, mais de façon générale, on sait à peu près qu'on va être capable de creuser puis de trouver du minerai pendant 3, 5, 7, 8, 10 ans. Puis après ça, il n'y en a plus. Fait qu'on sait qu'éventuellement, on va fermer cette mine-là. Fait que les gens qui acceptent d'aller travailler dans ces conditions-là, ben ils acceptent aussi le fait que peut-être que dans 10 ans, il va falloir qu'ils fassent d'autres choses. Fait que je suis pas sûr. Moi, j'ai jamais fait d'études spécialisées dans ce secteur-là comme tel, mais j'ai l'impression que la rémunération qui est offerte, qui est assez élevée, peut-être qu'elle prend ça en considération. C'est-à-dire que c'est pas une job à vie, là. Tu ne travailles pas au gouvernement du Québec. Là. Et puis, il y a des implications sur la santé. C'est certaines mines, c'est un petit peu plus tough. Là. Tout à fait. Fait que, oui, mais écoute, c'est intéressant de voir ça, un peu les différents secteurs d'activité. Puis vous avez la chance, je pense, d'accompagner dans tellement de secteurs variés. C'est vraiment intéressant pour les gens qui aiment la diversité, qui aiment travailler avec des différents secteurs d'activité. On apprend énormément, là, parce qu'on n'a pas le choix nécessairement de comprendre le secteur d'activité dans lequel notre client il est. C'est quoi les dynamiques de marché? C'est quoi les... donc, plus on maîtrise bien leur environnement, leur industrie, puis évidemment, après ça, l'organisation elle-même, leur culture, ce qui est important, comment ils travaillent et tout ça, meilleur on est, nous autres, comme recruteurs, comme chasseurs de tête, parce qu'on est capable vraiment d'aller chercher les gens qui vont bien fitter dans ces environnements-là. Donc, on investit énormément de temps en amont pour être sûr de bien comprendre. Puis tout ça. C'est sûr qu'en ce moment, on essaie d'aller vite quand même, là, parce qu'il y a une rapidité qui est exigée. C'est pas rare. À quel point il faut que tu sois vite sa gâchette? Ben, écoute, quand on sollicite des gens puis qui ont déjà une ou deux autres offres d'emploi, à un moment donné, on ne peut pas dire on va te revenir dans un mois. C'est peut-être l'extrême. Ça amène. Ben, pas tant que ça. C'est surprenamment. Puis ça, j'ai appris ça récemment parce que j'arrive dans ce domaine-là, puis je découvre des choses de fun. Du moment où on est sollicité une fois pour un emploi, mettons que tu es dans ton emploi, tu aimes ta job, tu aimes l'entreprise, et là, on t'appelle, on te parle d'une opportunité. Là, ça t'amène à te questionner. Puis souvent, à ce moment-là, c'est là que tu te mets à considérer d'autres opportunités parce que si tu te dis « Ah, ben ça pourrait être intéressant », mais là, tu te dis « Ben peut-être qu'il y a d'autres
d'autres possibilités, il y a peut-être d'autres opportunités. Donc, c'est comme si, du moment où ce que tu te fais appeler la première fois, ça te réveille à la possibilité de changer d'emploi, d'améliorer ton sort. Et donc, tu te mets à regarder indirectement. Fait que ça crée comme une compétition. Fait que l'expression qu'on disait, c'est dans l'expression en anglais, we poke the bear. On réveille l'ours qui dort. Puis du moment où on fait ça, ça active les choses. Parce que c'est là qu'ils peuvent être. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une couple de bears qui sont tannés d'être pokés. Est-ce que c'est un défi que vous avez en ce moment que les gens sont. Tu sais, parce que c'est. On s'entend, là, les chasseurs de tête, il y en a, on se fait beaucoup solliciter. Moi, depuis que je suis entrepreneur, c'est drôle, il n'y en a plus. Il y en a moins. Mais les gens comprennent, tu sais, savent que c'est peut-être moins un profil rendu là, mais bref. Ouais. Mais ça peut être gossant. Tu sais, fait que ça doit être dur pour vous d'avoir le juste milieu ou le dosage. Il y a deux choses là-dedans. Je pense que la façon qu'on le fait. Ouais. Je pense qu'il y a des gens professionnels dans ce domaine-là, puis il y a des gens un peu moins professionnels dans notre secteur d'activité. Oui. Donc, dans ce contexte-là, tout est dans l'approche, tout est dans la façon. Je pense que quand tu travailles avec des gens professionnels, puis qui sont en bout de ligne, eux, respectueux, ben ça se sent. Les candidats et les candidates le sentent. Ouais. Puis, tu sais, c'est une question de timing des fois. Là. Tu sais, les statistiques, je ne sais pas où c'est rendu, mais les gens ils disent ceux qui sortent de l'université aujourd'hui là, vont avoir 12 jobs ou je ne sais pas combien d'emplois différents dans leur carrière. Fait qu'à quelque part, il va y avoir des changements. Puis ces gens-là, peut-être qu'ils sont super bien aujourd'hui, sont super mobilisés, ils aiment leur travail, ils aiment leur employeur. Mais tu sais, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, est-ce que ça va être encore le cas? Nous, notre job, c'est d'avoir des super contacts avec ces personnes-là pour que s'ils ne sont pas intéressés aujourd'hui, mais qu'on les rappelle dans 6 mois, 1 an, 2 ans pour une autre opportunité, bien, ces gens-là vont se rappeler de nous, vont dire « Ah oui, j'avais eu une bonne discussion avec ça. » Exactement. Puis que, fait que nous, notre branding, je dirais notre marketing, on le fait en ce moment autant du côté des candidats, presque des côtés des clients. En fait, je dirais, c'est ça. Ben oui. Puis, en fait, en ce moment, compte tenu de la rareté de main-d'œuvre, je pense que c'est plus facile de trouver des clients que de trouver des candidats. Fait qu'à quelque part, notre brand, il faut qu'il soit aussi bien reconnu du côté des candidats quand on va les appeler, qu'ils disent « Ouais, ça, c'est une boîte sérieuse, puis c'est des gens professionnels » que du côté des clients. Mais, puis tu parles de la façon que c'est fait. Là, j'ai le goût de conter une anecdote. Je n'ai jamais compté ça. Mais quand j'étais dans l'organisation où on a collaboré, un moment donné, un chasseur de tête, puis moi, je disais toujours non, là, parce que j'étais full engagée, j'adorais ma job. Mais à un moment donné, il y en a une, elle m'a eu comme, puis elle m'a proposé, elle a sollicité mon intérêt, on va dire ça de même. On avait des entrevues, puis là, tu sais, c'était la manière qu'elle a fait, tu sais, c'était pas super éthique parce qu'elle m'a quasiment dit que c'était done deal, puis c'était un emploi en Floride. Oh. Là, moi, je commençais ma relation avec Charles dans le temps, là, plusieurs années. Puis là, c'est tout ça, tu sais, parce que ta vie au complet change autour de cet élément-là. Ouais. Puis finalement, tu sais, le client a décidé d'embaucher à l'interne, puis après ça, il m'a comme ghosté. Mais tu sais, moi, j'étais quasiment en train de... Mais pas quasiment, j'étais en train de magasiner des condos en Floride. Fait que, tu sais, après ça, cette fille-là ou cette organisation-là, c'est fini, plus jamais. Mais là, anyway, j'étais à mon compte, là, mais... Ouais. Ça, c'est des affaires, c'est grave. Ben, c'est grave. C'est la vie des gens, tu sais. Bien sûr. Non, c'est ça. Puis quand on dit, nous, on a le pouvoir de changer des vies. Bon, on n'est pas des médecins, on ne sauve pas des vies. Il faut tout relativiser les choses. Mais oui, on a cette possibilité-là. Fait qu'il faut la prendre avec la responsabilité qui vient avec. Là, c'est quand même quelque chose qui est important. Puis si on a une carotte... qu'on met devant le nez de la personne, puis tout ça, il faut être capable d'assurer là, par la suite. Oui, puis juste préciser aux auditeurs, Charles allait me suivre. Là. C'était pas genre la job ou Charles, puis là, j'ai pris Charles. Ben, Floride, c'est peut-être mieux que Winnipeg. Puis c'est ça. Désolé s'il y a des gens de Winnipeg qui écoutent. Là. non, mais finalement, tant mieux. Là, mais c'est ça, effectivement, comme tu dis, vous changez des vies quand même. Puis c'est la vie de la personne, mais c'est la vie peut-être du conjoint, peut-être de la famille, peut-être des parents de cette personne-là. C'est ça qu'on dit, on change des vies, parce que oui, même avec un mandat, on peut changer la vie de plusieurs personnes. Tout à fait. Oui, vraiment. Je voulais qu'on parle, effectivement, c'est ça, on change, comme tu dis, des vies, conjoints, bon, les parents. Oui. Puis, à quel point, tu sais,
on veut recruter des gens qui nous ressemblent. Tu as parlé tantôt que des fois, on veut recruter des gens qui nous ressemblent pas. Ça, dans les réflexions, tu sais, est-ce qu'on veut avoir une culture homogène puis avoir un leader qui va comprendre notre culture ou on veut quelqu'un qui va venir challenger, brasser des idées? Écoute, c'est une excellente question. Puis, écoute, je pourrais te répondre d'un côté ou de l'autre, puis j'aurais probablement un bon argumentaire pour toi des deux côtés. Vas-y des deux bords. En fait, je suis en train de lire quelque chose, plus qu'un peu une plug. Je lis un livre qui s'appelle Love Plus Work, qui est de Marcus Buckingham, vous connaissez peut-être le gars qui a fait le Strength Finder et tout ça. Non. Puis, ouais, ben. Qui est-ce? À spotter et à lire ça, c'est OK. Donc, toute la notion de gestion par les forces. Puis, à quelque part, lui, il dit, les gens sont uniques. Donc, il faut valoriser l'unicité des gens, puis de viser la complémentarité de ces gens-là quand on les met en équipe pour faire 1 + 1 = 3. À quelque part, c'est ça l'idée. Fait que de penser qu'il faut mettre tout le monde du monde qui se ressemble, puis qui sont pareils, puis qui pensent pareil dans un groupe, we defeat the purpose. À quelque part, c'est pas ça, l'équipe. Puis, il donne toutes sortes d'exemples dans son livre, évidemment, qui vont mettre de l'avant ces choses-là. Il parle de combien on a de neurones puis de connexions dans notre cerveau, puis ça équivaut à, je pense, 250 galaxies, là, le nombre de connexions, 250, toutes les étoiles dans une galaxie, là, c'est... Fait que de penser que les gens sont pareils d'une personne à l'autre, même qu'on fait nos tests de personnalité, là, moi, je suis bleu, moi, je suis rouge, tout ça, là... C'est essayer de faire des catégories. Je comprends, ça peut être utile, mais à quelque part, on est tous uniques. Fait que les meilleurs gestionnaires, selon moi, sont capables de reconnaître, valoriser les talents propres et l'unicité de ces gens-là, puis d'aller chercher le meilleur de ces gens-là dans une équipe de travail pour maximiser l'output de cette équipe-là. Donc, moi, ça, c'est l'argumentaire de l'unicité. Évidemment, quand tu as des valeurs communes, quand tu as des traits communs, quand tu as un background similaire à d'autres, c'est très possible que la connexion se fasse plus rapidement, qu'il y ait une certaine... Fait que je dirais que ça dépend beaucoup des milieux de travail. Quand on a besoin des gens qui s'entendent super bien, qui font tous la même affaire, un groupe de gens qui font exactement le même travail puis qui travaillent ensemble, peut-être que les traits communs, l'unicité, le fait qu'ils se ressemblent beaucoup va peut-être amener des résultats importants. Mais quand on est dans des domaines de créativité, des domaines d'innovation, je pense qu'il faut absolument valoriser les différents profils des gens, la diversité, tout ça, pour être capable d'arriver avec des résultats. Puis, tu sais, il y a des domaines où ça va vite, puis c'est vraiment complexe. Fait que de penser que des gens qui pensent d'une certaine façon, c'est eux autres qui vont avoir les bonnes réponses, je pense pas. Faut être ouvert aux perspectives qui sont différentes, des fois qu'on va appeler du champ gauche, là, mais c'est ça qui fait que les gens grandissent en général, d'être exposés à des différentes façons. Fait que bon, peut-être que ça a paru là, que j'ai une préférence pour l'aspect de... Non. Oui, mais puis l'autre bout de ça, j'ai l'impression, c'est que si tu as une culture qui est très, très homogène, très, très forte, mettons, tu amènes quelqu'un dedans où l'équipe grandit, c'est un peu plus dur. Tu sais, ça amène aussi des défis d'intégration. Surtout si c'est un profil, justement, un peu plus out there. Là. Mais advenant le cas où c'est une culture qui valorise la différence, il n'y en a pas de problème. Ah oui. Si c'est une culture qui valorise que tout le monde est pareil, c'est sûr que tu amènes quelqu'un qui n'est pas pareil, va créer des soubresauts, puis puis cette personne-là, elle se sentira peut-être pas bien, puis les autres non plus, puis elle va être rejetée. Fait que si on développe une culture qui est ouverte à la différence, qui est tout ça, il n'y en a pas de problème, parce que c'est ça qu'on valorise. Fait que justement, si tu arrives dans cette organisation-là avec un profil différent, un background différent, des compétences un peu différentes, ben ça va être accueilli, et non rejeté. Tu sais. C'est un excellent point. Fait que dans le fond, tout est dans l'ouverture. Oui, puis si on développe ça dans les organisations, puis si on développe ça chez les gestionnaires, si on développe ça chez les employés, ben je pense que ça va aider énormément, puis pas juste dans les milieux organisationnels, mais peut-être dans notre société en général. Cool. Je vais aborder un sujet avec toi. C'est la première fois que je pose la question à quelqu'un, fait que je sais pas où ça va aller, mais
j'ai remarqué qu'il y a une tendance de fond au niveau de la rémunération des exécutifs ou, ou pas juste rémunération, mais des objectifs qu'on met sur des dirigeants à faire des liens avec les stratégies ESG. Fait que, tu sais, environnement, social, gouvernance. Puis ça se voit comme de plus en plus. Là, je regardais des stats, puis dans les big, tu sais, les entreprises qui sont cotées en bourse, genre les S&P 500, ces affaires-là, je pense qu'il y avait plus que 50%. Puis au Canada, dans le TSX 60, en tout cas, je pense qu'il y avait plus que 70. Là, j'ai pas les bonnes stats par cœur, mais tu sais, c'est gros quand même. Dans les PME, on voit pas ça encore. Mais toi, c'est quoi ton take sur ce courant-là de que les dirigeants aient des objectifs qui soient imputables de la stratégie ESG? Donc, il y a différents éléments qui expliquent ce concept-là, mais ça vient surtout du stakeholder, que l'entreprise n'est pas seulement là pour les actionnaires, mais elle est là pour un ensemble d'éléments. Donc, la société en général, les employés, les clients, les actionnaires aussi, mais donc, elle vit dans un milieu, elle collabore à développer ce milieu-là, puis à quelque part, elle a à rendre des comptes aussi à ce milieu-là. Donc, l'ESG, c'est une extension de ça. C'est de considérer des éléments environnementaux, sociaux, qui fait que quand l'organisation œuvre dans un milieu, ben, elle peut avoir des impacts et positifs et négatifs, ces éléments-là. Il y a la réglementation, l'encadrement, les lois, le gouvernement peuvent faire des choses, mais ils ne peuvent pas à eux seuls réduire, par exemple, le réchauffement climatique. Tu sais, on peut faire des règles, on peut encourager les gens à s'acheter des voitures électriques, tout ça, mais il y a une limite à un moment donné. Je pense que les entreprises ont un rôle important aussi à faire là-dedans. Fait que là, je reviens vers la rémunération. Traditionnellement, l'objectif de ces mécanismes de rémunération-là, c'est d'orienter les comportements. Donc, en orientant les comportements vers des choses qui sont valorisées par les activistes, par les actionnaires, par les autres membres de la société, par les clients, bien, quelque part, on va donner des objectifs qui sont en lien avec ça. Et si l'atteindre, puis l'humain étant ce qu'il est, la majorité, en tout cas, la rémunération est un élément d'intérêt pour plusieurs. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on va te donner plus de rémunération si tu atteins ces objectifs-là. À quelque part, c'est un peu la volonté, c'est de dire on met un incitatif à la réalisation de ces objectifs-là. Moi, je pense que tout le monde y gagne là-dedans. Il y a un fad là-dedans aussi un peu. Il y a des organisations qui suivent la parade parce que les autres le font. C'est pas nécessairement, ça vient pas d'eux nécessairement. C'est pas, ils le feraient peut-être pas, mais là, ils embarquent dans la parade parce que ça paraît bien puis tout ça. Mais je pense qu'il y a des organisations qui le font vraiment, puis c'est en ligne avec leurs valeurs, puis ils vont pousser, puis ils sont un peu là, ils traînent le drapeau là, de ça. Des porte-étendards. Des porte-étendards, merci, c'est le mot que je cherche. Puis il y a aussi, je pense, la pression dans le secteur financier, tu sais, qui commence à être quand même... il y a des choses qui bougent, là. Ben, il y a un des très gros fonds d'investissement aux États-Unis qui en est un. C'est BlackRock. Ouais, c'est ça. Qui est un porte-étendard qui pousse énormément ça, puis ils ont une excellente crédibilité dans le marché. Leurs rendements sont vraiment très bons. Puis là, il commence à y avoir beaucoup de recherches empiriques qui démontrent que des organisations qui se préoccupent de ces choses-là ont des aussi bons rendements et même meilleurs que d'autres organisations qui ne s'en préoccupent pas. Fait que donc, à quelque part, tout est là, toutes les conditions sont là pour dire oui, c'est une bonne idée de faire ça. À condition, je pense, que les organisations aient une capacité d'influencer ces choses-là. Puis il y a des industries où c'est plus facile que d'autres à mesurer, puis à orienter. Parce que une des conditions premières, quand on fait de la rémunération incitative, c'est d'être capable de bien mesurer ce sur quoi tu vas payer. Oui. Puis dire, est-ce que le comportement désiré ou le résultat attendu, tu es capable de bien le mesurer ou c'est de la chance? C'est pour ça que, longtemps, la rémunération des dirigeants était basée sur le rendement boursier. Puis là, de plus en plus, il y a des organisations qui disent, des investisseurs, des actionnaires, tout ça se disent,
le rendement boursier, il n'est pas juste C'est court dépendant terme des aussi, en dirigeants dans plus. cette organisation-là. Il y a plein d'affaires qui peuvent impacter le cours d'une action, d'une Ouais. organisation. Fait que, est-ce que c'est suffisant de payer en fonction de la montée? Puis c'est sûr que là, d'un point de vue d'actionnaire, tu dis, ben oui, moi, je m'enrichis quand l'action monte. Fait que si l'action monte, on devrait rémunérer Ouais, les gens. mais là, il y a des actionnaires qui commencent à demander des comptes. Ben voilà, ouais. exactement. Fait que le seul cours de l'action n'est plus une mesure suffisante. C'est pour ça qu'on voit apparaître d'autres éléments de rémunération, d'autres objectifs, d'autres types d'objectifs qui sont en lien plus avec le ESG, mais avec d'autres éléments aussi, d'un point de vue de performance opérationnelle, au point de vue de santé-sécurité, au point de vue d'autres éléments qui sont importants, puis qui ne sont pas... Puis évidemment, l'orientation, c'est de dire si tous ces éléments-là, ça va bien, ultimement, ça devrait avoir un impact positif sur le cours de l'action. Fait que tout le monde va s'enrichir avec ça. Oui, puis la société, puis bon, voilà. Les papillons. Mais concrètement, là, les dirigeants, en ce moment que vous accompagnez, les organisations, bon, à quel point vous observez qu'il y en a qui ont ce genre de critères-là à remplir dans leur fonction? C'est-tu des discussions qu'il y a sur la table? Est-ce que... Puis là, je te pose plein de questions en melting pot, là, mais est-ce que, je vais te dire ça de même, la mission, puis les valeurs de l'organisation, puis la responsabilité sociale, ça fait partie de la conversation tant que ça? Oui, un peu, pour certains. Je pense que ça va être encore plus vrai dans 5, 8, 10 ans. Je pense que les plus jeunes générations sont beaucoup plus... Puis là, je ne veux pas faire de l'agisme, je fais attention. Mais je pense qu'il y a une ouverture plus grande à ces éléments-là. Puis quand on parle à des plus jeunes candidats, candidates pour des emplois, ces questions-là arrivent beaucoup plus vite dans la discussion. Puis qu'est-ce qu'ils font sur ces mais j'avais le goût de dire nice. Tu sais, comme... Ouais. Fait que le dirigeant d'aujourd'hui qui a 55 ans, tu sais, élevé un peu comme par les baby boomers et tout ça, puis a une vision des choses. Puis je fais attention à catégoriser parce qu'il y a des gens qui ont évolué. La société change aussi. Oui, c'est ça. Mais je pense que les plus jeunes générations vont être encore plus... vont carburer encore beaucoup plus à ces éléments-là de mobiliser. Et ça va être une condition sine qua non. Là, on parle de télétravail parce qu'on travaille de la maison, mais il y a un enjeu environnemental important là-dedans. C'est pas juste plus pratique puis sauver du temps de travailler de la maison, c'est qu'on émet moins de gaz. Oui. Mais en même temps, ça l'amène la technologie, puis les bitcoins, puis en tout cas, on ne rentrera pas là-dedans, là. Mais oui, effectivement, c'est majeur. Faudra que tu me réinvites, Sarah, c'est ça qu'il va falloir faire. Ça vaudrait, mais écoute, ça c'est pas tombé dans l'oreille d'une autre. Puis je vois Charles qui est sur le bout de sa chaise depuis tantôt, il nous écoute avec intérêt. On va s'arrêter ici, justement. Jérôme, mais c'était tellement... Je le savais. Tu sais, quand je t'ai appelé, j'ai dit, je veux juste jaser avec toi. Je savais que ça serait vraiment le fun, puis que merci de m'avoir fait confiance, puis d'avoir accepté l'invitation. Ben merci beaucoup de l'invitation, puis n'importe quand, je vais revenir. Ben yes, it's a date. Merci. Merci, bye-bye. Bye.